Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, encore une, oui en effet. Si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, je vous invite à voir cette vidéo avant celle-ci, pour que vous compreniez bien un petit peu l'évolution des choses. Parce que oui, la moutarde commence à monter au nez de ceux qui sont dans cet état d'esprit de sacraliser ces institutions, ces organismes, ces services, ces prestations, de fact-checker. Et oui, je vais encore revenir dessus parce que c'est une affaire quand même qui commence à prendre une certaine tournure. Et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui est d'autant plus étrange, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, mais BFM, TF1, France Télévisions, CNews parlent quasiment pas de cette affaire. Tout simplement parce qu'on est en train de voir des gens y mettre le couvercle d'une action de la complosphère. Ah, les méchants petits fachos qui se cachent derrière les complots. Visez évidemment Xavier Azerberg et Idriss Aberkane, qui, force est de constater, ont véritablement soulevé le tapis. Alors, chacun y met de son argumentaire sur les réseaux sociaux, sauf que le problème, c'est que l'argumentaire reste toujours un petit peu cloisonné sur le fait de juger le travail de ces deux personnalités et de carrément occulter, en réalité, ce qu'ils ont soulevé. Alors, certains même s'amusent à vouloir absolument démontrer que Xavier Azerberg voulait racheter, en réalité, Fact and Furious, sur lequel d'ailleurs, il a tweeté ceci, mais son tweet semble un petit peu ironique, dans le sens, oui, en effet, je voulais acheter peut-être cette institution, mais c'était surtout pour récupérer des archives. Mais récupérer quelles archives? Est-ce que récupérer des archives pour affiner la démonstration qu'en réalité, cet organisme de fact-checking n'était qu'une arnaque? Et finalement, quand on dit ça à ces gens, là il y a des bugs. Oui, de toute façon, il est clair que vous avez ce parti pris, que je dis, j'ai pas de parti pris, je pose simplement des questions. Vous savez, moi je suis toujours dans l'état d'esprit de dire à qui profite le crime. Pourquoi Idriss Aberkane et Xavier Azerberg ont décidé tout d'un coup de s'attaquer à Fact and Furious? C'est qu'il y a bien quelque chose. Il y a une ambition, il y a une raison. Et on ne peut pas réduire juste cette raison à vouloir détruire une institution pour se dire, bah, après, comme ça, on va la racheter. Ça n'a pas de sens. Ou alors, peut-être qu'en effet, Xavier Azerberg voulait peut-être faire sa version d'Elon Musk, c'est-à-dire racheter une institution pour ensuite la récupérer, la transformer, la restructurer. Franchement, est-ce qu'ils ont besoin de ça? Vous avez des gens qui sont en train tout simplement de nous faire croire que Idriss Aberkane et Xavier Azerberg sont des idiots, sont des complotistes, sont des gens d'extrême droite qui veulent détruire le bien fondé et la vertu des fact-checkers. Et il y en a un qui, actuellement, nous a pondu encore un article. Il faut savoir que Libération est très prolifique sur ce sujet. Et cet article, je vais vous le lire et vous allez voir comment la sémantique, comment la structure, comment le narratif peut réussir à montrer du doigt le démon tout en planquant une fois de plus sous le tapis des choses factuelles. Donc voici l'article, je vous mettrai évidemment le lien en description pour que vous puissiez juger par vous-même. Et c'est donc Libération, par sa filiale Check News, qui fait le gros titre en disant « Derrière l'affaire Fact and Furious, les dérives et les coups tordus de la sphère complotiste française. » Déjà, le titre, estampille. Estampille, c'est la sphère complotiste française. C'est pas un travail juste individuel avec un organisme de presse, etc. Si tant est d'ailleurs que Libération est une considération envers cet organisme de presse qu'on appelle François. Depuis une semaine, le youtubeur Idriss Aberkane et la plateforme conspirationniste François, Étiquette, concentrent leurs attaques sur un petit site indépendant de fact-checking.
Alors attention, cette phrase, elle est très importante. Pourquoi? Parce que le fait de dire la plateforme conspirationniste François concentre leurs attaques sur un petit site indépendant de fact-checking. C'est-à-dire que là, on fait appel à l'inconscient collectif de l'idée de David contre Goliath. Et ça, effectivement, sentimentalement, ça marche toujours. C'est le petit contre le gros. Une offensive, selon nos informations, qui s'est doublée d'une tentative de François de mettre la main sur la publication. Le précédent article de Libération avait suggéré et mis cette idée de la volonté de Xavier Hazelbert, de François, de racheter Fast and Furious. Ce qui n'avait pas vraiment de sens. L'affaire Fast and Furious qui agite les conspirationnistes français. Étiquette. Là, on est déjà à combien? 3-4 mots conspirationnistes. Et Libération, c'est ça. Son narratif, c'est de systématiquement mettre toujours l'étiquette, toujours l'adjectif sur la nomination de certaines personnes pour que le lecteur ne perde surtout pas dans son esprit que ces gens font partie de ces milieux, sont des gens représentatifs de ces idéologies. Donc, voilà, depuis les semaines, prétend mettre à jour les méthodes mafieuses et les compromissions du monde du fact-checking français. Elle met surtout en lumière la dérive de la sphère complotiste hexagonale et de deux de ses principales têtes de pont, le youtubeur Idriss Aberkan et Xavier Hazelbert, directeur de publication de François, devenu un acteur de la désinformation en France. Et on tanne, on affirme, on enfonce bien le clou pour que le lecteur assimile bien le fait que là, on est en face d'individus qui ne sont pas fréquentables, qui n'ont pas de légitimité. En début de semaine dernière, les deux hommes ont déclenché une violente offensive contre un petit site indépendant, Fast and Furious, et son fondateur Antoine Daoust, accusé notamment de violence conjugale. Derrière ce raid, qui a déclenché d'une campagne de harcèlement sur les réseaux, a abouti à la fermeture du site. Des éléments concordants recueillis par Check News montrent que l'opération s'est doublée d'une tentative de François de mettre la main sur la publication attaquée. Là encore, à qui profite le crime? Quelle est la raison d'attaquer Fast and Furious pour ensuite vouloir l'acheter? D'autant plus que François, vous avez vu ma vidéo, démontre bien que les statuts de cette officine, je dis bien officine, ne méritent même pas 500 € à racheter. D'autant plus que lorsque Antoine Daoust publie son communiqué le 26 novembre, je crois, il annonce bien qu'il arrête le site, il supprime le site, supprime les comptes, etc. Sauf que les détracteurs de cette opération, aucun d'entre eux, même pas Libération, a été enquêté pour savoir quel était le statut de Fast and Furious. Est-ce que la société a bien été liquidée? Ou est-ce qu'Antoine Daoust n'a juste que simplement supprimé toutes les plateformes, mais que la société continue à exister? Notez bien ce détail parce qu'il est important. Daoust, d'après nos informations, Antoine Daoust a été approché le 23 novembre par une personne se présentant comme émissaire de Xavier Hazelbert. Check News s'est procuré l'enregistrement d'une conversation s'étant déroulée le 24 novembre, dont nous révélons la teneur dans cet article au cours de laquelle un individu identifié comme Xavier Hazelbert propose au fondateur de Fast and Furious, dans un chantage à peine voilé, de racheter le site en échange de l'arrêt des procédures à son encontre. Quelle procédure? Excusez-moi, mais Libération, vous parlez de procédure. Quelle procédure? Procédure de plainte? Procédure de harcèlement? Vous ne précisez pas. Violence conjugale comme prétexte. L'affaire débute 2 jours avant le coup de téléphone sur la chaîne YouTube d'Idriss Aberkan. Le 22 novembre, le conférencier, figure importante de la complosphère, déclenche de la complosphère. Vous voyez, à chaque fois dans l'article Libération, chaque fois qu'il nomme Aberkan, il faut qu'il mette systématiquement l'adjectif complotiste,
complosphère, etc. derrière, déclenche les hostilités en publiant une vidéo de 55 minutes. Une vidéo intitulée « Scandale au pays des fact-checkers » qui attaque l'ensemble de la profession, mais qui se concentre surtout sur Fact and Furious, créé depuis 2021 au cœur de la pandémie de Covid. Notez bien. Invité d'Idriss Aberkan, Malika Daoust, épouse du fondateur du site, accuse son mari d'avoir produit et vendu des faux tests PCR, d'avoir falsifié des ordonnances, mais surtout de s'être rendue coupable de coups et blessures aggravés. Elle affirme avoir reçu des coups de poing et de pied en présence de témoins qui auraient appelé la police. Des faits qui remonteraient, selon elle, au 23 mars et pour lesquels elle annonce avoir récemment porté plainte. Des accusations immédiatement relayées par Xavier Hasselbert sur les réseaux sociaux. Antoine Daoust, contacté par Check News, nie l'intégralité des faits lui étant reprochés. Le problème, c'est que, là, attention, notez bien ce que Libération va écrire. Ancien militaire reconverti dans le journalisme. Ancien militaire, oui, alors ancien militaire qui a fait de la tôle pour des actes plutôt graves et qui s'est reconverti dans le journalisme. Sauf que il n'est passé sous aucune formation, dans aucune école, et il n'a absolument aucun diplôme. Alors oui, vous allez me dire, finalement, tous ceux qui s'improvisent journalistes, etc. Oui, est-ce qu'il y a besoin de faire des écoles pour être journaliste? Non. Tant que vous faites un travail plus ou moins honnête, plus ou moins factuel. Mais là, on parle de quelqu'un qui a monté une société pour vérifier, pour fact-checker. Donc on s'attend quand même que la personne qui monte ce genre de société ait encore au moins un minimum de crédit. J'ai envie de dire, si vous voulez faire réparer votre voiture, vous allez chez un garagiste, mais si le garagiste il vous dit, vous savez, moi les voitures, j'y connais rien. Oui, mais vous avez un garage? Oui, parce que j'avais envie de monter un garage. Si vous allez chez un pâtissier, vous commandez un gâteau, mais que le pâtissier vous dit, vous savez, moi j'ai pas de formation de pâtisserie. Mais vous faites de la pâtisserie. Ouais, mais bon, j'ai pas... Et donc vous n'avez jamais appris à faire de la pâtisserie? Ouais, enfin, c'est pas difficile, hein, il y a des tutos sur YouTube, etc. Donc ça va, c'est facile. Donc vous voyez, c'est le problème de crédibilité. Après, en effet, vous avez la liberté d'aller chez un garagiste qui n'a aucune formation de garagiste. Vous pouvez acheter une pâtisserie chez un pâtissier qui n'a aucune formation de pâtisserie. Vous avez le droit. Tout comme ces youtubeurs, ces blogueurs, etc., qui s'improvisent journalistes, mais qui font des images. Parfois, les images parlent mieux que les mots. Donc, ils contribuent parfois à faire de la démonstration de contre-vérité que des médias mainstream équipés de journalistes ayant fait des études d'école de journalisme. Parfois... Donc, là, déjà, il y a un problème. Que le gars qui a monté cette société de fact-checking n'ait aucune formation journalistique, ou n'a aucune expérience journalistique, là, il y a quand même un truc, il y a quand même un problème. Donc, ancien militaire reconverti dans le journalisme. Il assure que son épouse lui a volé son téléphone le 23 mars, alors qu'il quittait définitivement le domicile conjugal. Les deux auraient chuté dans sa tentative de récupérer le mobile. C'est quoi le truc que t'as là? Oh, c'est rien, je suis tombé dans l'escalier. Une version conforme à celle consignée dans une main courante déposée à la gendarmerie par Daoust fin août et que Check News a pu consulter. Depuis quand les gendarmes laissent des journalistes de Libé consulter des mains courantes? Rassurez-moi, les mains courantes, quand elles sont établies, elles ne sont pas du domaine public. Elles doivent rester confidentielles. Alors comment se fait-il que Check News a pu avoir accès à ce document?
Là, évidemment, c'est le genre d'ailleurs de questions que vous posez à ceux sur les réseaux sociaux qui vous disent, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi la gendarmerie a laissé des journalistes de Check News consulter un document qui, logiquement, n'ont pas le droit de consulter. Évidemment, Libération fait très attention de ne pas nommer la gendarmerie en question. Parce que, évidemment, certains détracteurs pourraient très bien aller chez ces gendarmes en leur posant la question, c'est vrai, est-ce que, oui ou non, vous avez donné l'accès à certains documents à des journalistes de Check News de Libération. Quel dommage. Daoust, qui dit n'avoir jamais été convoqué par la police pour cette affaire, affirme que son épouse agit sous le coup de vengeance à la suite de leur rupture et note que son témoignage, c'est chez Idriss Aberkane, ainsi que son dépôt de plainte sont consécutifs à l'assignation de divorce qu'elle a reçue en date du 16 novembre. Contactée à plusieurs reprises, Malika Daoust n'a pas répondu à Check News. Mais oui, parce que à partir du moment où vous avez une procédure de divorce, la procédure de divorce, elle doit être travaillée. Et tout à l'heure, je vous ai dit les statuts de Fact and Furious. Je vous ai dit, attention, retenez bien, parce qu'il y a quelque chose d'important. Quand vous avez un propriétaire d'une société, tout dépend comment la société, les statuts sont déposés. Si les statuts sont déposés dans un patrimoine, ça veut dire que ce patrimoine rentre dans le patrimoine commun. Oui, vous inquiétez pas, le bruit que vous entendez là, c'est le toutou qui est en train de faire mumuse. C'est amusant. Donc, est-ce que quelque part, Antoine Daoust a justement commencé à vouloir liquider sa société parce que, peut-être, qu'une procédure judiciaire de divorce obligerait Antoine Daoust de mettre sur la table son patrimoine personnel par rapport à cette procédure de divorce dans un contrat de mariage, je crois, où, je ne sais plus le terme qu'on utilise, où tout est mis en commun et qu'une fois que vous divorcez, c'est la justice qui va départager le patrimoine. Donc là, il y a une question. Sauf que l'IB ne se pose pas la question. Mais si elle est le point de départ de l'affaire, cette agression, d'accord, que nous ne pouvons confirmer ni infirmer, n'est pour Idriss Aberkane et François qu'un prétexte. On n'est pas là pour décortiquer les drames matrimoniaux, avance ainsi le youtubeur. Les faits de violence dont est accusé Antoine Daoust sont en réalité utilisés pour mettre en lumière le supposé compromission de toute une communauté. Malika Daoust, selon Aberkane, est venue nous révéler les dysfonctionnements très graves dans la sphère, la communauté, je n'ose utiliser le terme de gang, de fact-checking en France. Le youtubeur cible en particulier l'AFP Factuel, rubrique de fact-checking de l'agence France Presse, à plusieurs reprises dans sa vidéo. Aberkane affirme que l'agence aurait été prévenue des faits de violence dont aurait été victime Malika Daoust le 23 mars et aurait décidé de protéger Antoine Daoust, ce dernier étant le prestataire ou un sous-traitant de l'AFP. Glissade conspirationniste incontrôlée. Ce qui est inexact. Fact and Furious ayant simplement été, par convention de partenariat et sans aucune rémunération, associé à un projet collectif ponctuel, et tout ce qu'il y a de moins secret liant 23 médias lors de la campagne présidentielle. Vous avez été menacé de mort, vous avez subi des violences, vous les avez fait constater par un médecin, vous avez déposé une plainte pour ça, et quand vous en parlez à l'AFP, silence total, dénonce Aberkane. Dans une interview, Azalbert livrera le même récit. Ça s'appelle de la collusion et quelque chose qui demandera une enquête judiciaire. Ce récit est mensonger. Malika Daoust a bien contacté l'AFP pour dénigrer son mari. Mais en aucun moment il n'est fait mention de violence conjugale, précise l'AFP à Check News. Malika Daoust traite Antoine Daoust de menteur et de manipulateur, mais cela ne va pas plus loin. Check News a eu accès aux échanges qui confirment la version de l'agence de presse. La discussion ne comporte aucune mention de faits de violence que Malika Daoust reproche à son mari. Et pour cause, l'échange avec l'AFP le 15 mars est antérieur
d'une semaine à celle des faits de violence selon Malika Daoust le 23 mars. Si vous avez vu ma vidéo précédente, il est bien à constater que l'AFP était bien au courant de la situation. La Libération fait une référence au 23 mars pour dire comment est-ce que Malika aurait pu parler à l'AFP de ses problèmes conjugaux sur un contact antérieur aux faits. Mais tout simplement Libération parce que les faits ne sont pas uniques. Il y a déjà eu des faits avant. Et deuxièmement, Libération, l'AFP vous dit ce qu'elle veut bien dire. Seulement le problème c'est que, eh bien si jamais cette affaire finit devant la justice, eh bien chacun devra prouver si oui ou non l'AFP était informée, si oui ou non l'AFP possède bien ces conversations comme celles qui ont été publiées par François. Ben oui, parce que François a bien publié les conversations. Dans ce cas-là, la fameuse directrice adjointe de l'AFP, pourquoi elle a dit alors à Malika qu'elle devait se retourner vers les autorités compétentes? Pourquoi? Et il semblerait que l'AFP et Idrissa Berkane peuvent faire la démonstration de cela. L'AFP a demandé à Malika d'effacer tous les messages et d'effacer la conversation. C'est que quelque part, il y a un problème. Non content d'inventer que l'AFP a couvert Antoine Daoust, Idrissa Berkane étend cette accusation à la totalité du réseau des fact-checkers. Ce réseau-là pratique l'omerta. J'ai l'impression qu'on a là un réseau qui a un comportement presque mafieux. Aucun élément n'est pourtant donné sur les personnes supposément alertées. La suite de la vidéo est une glissade conspirationniste incontrôlée. Oh mon Dieu, on est sur un roller coaster, une montagne russe. S'appuyant sur les témoignages confus de Malika Daoust. Témoignages confus. Attention, on insiste bien, confus. C'est-à-dire que, en réalité, elle dit des conneries. C'est le sous-entendu. Présentée comme lanceuse d'alerte, ben oui, en témoignant de ce qui se passe, elle est une lanceuse d'alerte. Sauf qu'apparemment, Libération, agissant sur ordre d'un commanditaire qui désignerait les cibles, Raoul Aberkan lui-même, le professeur Perron, des officines de fact-checking. Derrière tout ce que vous avez décrit, il y a une structure, ils sont tous coordonnés, dit le youtubeur à son invité. Aberkan parachève son édifice en affirmant que la structure Fact and Furious a en fait été fabriquée sur mesure pour servir de source à un circuit de blanchiment de fausses informations. Et là, je pense que blanchiment de fausses informations, c'est une expression qui la hérisse le poil de ceux qui essaient de défendre Antoine Daoust. Ils ont créé une source qui leur est utile, un pion qui est utile sur leur échiquier. Ils ne voulaient pas voir tomber ce pion. Et en effet, dans son témoignage, dans la vidéo d'Idrissa Berkane, Malika Daoust le dit. Elle dit, à un moment donné, mon mari a senti qu'il ne contrôlait plus rien, qu'il n'était en réalité qu'un pion. Et qu'en réalité, les commanditaires se servaient de son arrivisme, se servaient de sa cupidité, se servaient de ses difficultés financières pour lui faire accepter une règle du jeu où fatalement ça allait coincer et ça risquait de pouvoir se retourner contre lui. Cet édifice conspirationniste, donc, censé discréditer l'ensemble des rubriques de vérification des informations et au premier chef Fact and Furious, a bénéficié de relais prouvant une nouvelle fois la porosité de certains médias avec les thèses complotistes. Sud Radio et Radio Courtoisie ont longuement donné la parole à Idrissa Berkane, élargissant encore l'audience déjà considérable du youtubeur avec 700 000 abonnés. Didier Raoult sur Twitter a relayé la vidéo d'Aberkane évoquant des révélations sensationnelles. Sans surprise, l'affaire s'est accompagnée d'une campagne de harcèlement, d'une extrême violence qui a dépassé la personne d'Antoine Daoust. Des utilisateurs de Twitter ont publié le nom et les visages de contributeurs de Fact and Furious, appelant les internautes à enquêter sur eux. Mais oui, c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que quand vous commencez à mettre sur la table des problèmes, ça suscite évidemment des convoitises,
des croisades de certains. Alors à tort ou à raison, ça là-dessus, j'en conviens, mais parfois, remuer la merde, ça peut ouvrir les yeux de certaines personnes. La rhétorique employée, gang, mafia, contre les journalistes par Idriss Aberkan et Xavier Azalbert, n'est pas sans rappeler les campagnes déjà menées par la même sphère lors de la pandémie contre des médecins ou des journalistes, présentés comme des collabos ou promis au jugement populaire. Dans un communiqué publié samedi, Antoine Daoust a annoncé la fermeture du site et de tous les comptes y étant liés. Le fondateur évoque un harcèlement incessant et affirme que cette décision est nécessaire pour le bon déroulement des investigations suite aux plaintes déposées. Ben oui mon gars, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, question de patrimoine. Cette société, son statut, les financements, les subventions, ça peut jouer sur l'établissement du patrimoine commun ou personnel. Alors si en plus, le bonhomme il a fait quelques petites sous la table, le fisc pourrait très bien lui tomber dessus. Que des acteurs influents de la désinformation s'en prennent aux structures journalistiques les mettant en cause n'a rien d'étonnant en soi. Mais cette motivation pourrait ne pas être la seule. Selon les informations de Check News, Antoine Daoust a reçu la visite d'un homme en milieu de semaine dernière, se présentant sous une fausse identité et avec le titre de médiateur conjugal. L'homme affirme rapidement être en fait un émissaire représentant des personne, dont Xavier Azalbert. Le lendemain matin, l'homme envoie un SMS à Antoine Daoust, lequel est en train de déposer plainte contre Xavier Azalbert et demande à lui parler au téléphone. J'ai demandé à un gendarme d'écouter la conversation en mettant le haut-parleur, raconte Daoust, selon lesquels l'entremetteur propose un nouveau rendez-vous téléphonique dans l'après-midi avec les personnes qui le représentent, après avoir dévoilé sa véritable identité. L'homme est en fait Gérard Camberlin, ancien proche de Richard Boutry, autre figure du complotisme français. Allez, on remet une tartine. Et interrogé sur son rôle émissaire de Xavier Azalbert, Camberlin n'a pas nié cette visite ni les échanges qui s'en sont suivis, mais a refusé de répondre à nos questions, affirmant qu'il n'aborderait le sujet qu'en présence des personnes concernées, dont Antoine Daoust. Donc là, en effet, il y a eu une conversation. Sur quel sujet? Dans quel but? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de tentative d'essayer de tendre la main à Antoine Daoust pour essayer de le retourner, pour essayer de le convaincre, de témoigner, de donner en réalité les vérités de ce qu'il a poussé à l'être? Je vous rappelle, Malika Daoust a bien dit à Idriss Aberkan que Antoine Daoust s'est retrouvé piégé. Le rendez-vous téléphonique a eu lieu peu avant 15h le 24 novembre. Son enregistrement auquel nous avons eu accès révèle des faits de chantage. Là encore, comment vous pouvez avoir accès à une conversation qui a été enregistrée sous présence de gendarmerie? Donc ça veut dire que l'enregistrement, normalement, devrait rentrer en pièces dans un dossier. Alors est-ce que c'est pas Antoine Daoust qui a fait un enregistrement pour prouver que, etc., mais qu'en réalité, le document est irrecevable, juridiquement parlant? Ou alors il faudrait qu'un jury ou une administration juridique puisse valider le document enregistré pour démontrer qu'en effet, peut-être que Xavier Azalbert a tenté d'acheter Antoine Daoust. Je dis bien acheter Antoine Daoust, pas Fast and Furious. Acheter Antoine Daoust pour l'entraîner à témoigner contre certains organismes qui l'auraient piégé. Je suis venu intervenir pour que tout se règle. Je suis avec Xavier et une autre personne, pose d'emblée Gérard Camberlin. Quelque part, vous avez été instrumentalisé, enchaîne la personne présentée comme Xavier Azalbert. C'est pour ça, ce que je voulais vous dire, ma proposition, c'est de travailler ensemble et de racheter la société Fast and Furious. Alors ça, c'est ce que relate Libération.
Est-ce que c'est réellement ce qui a été dit dans la conversation? On n'en sait rien. Une proposition qui reçoit une fin de non-recevoir. Fact and Furious n'est pas à vendre. La seule chose que je demande, c'est que ce harcèlement cesse. Rétorque Daoust. Là, très clairement, on commence à installer Antoine Daoust comme une victime de harcèlement. Alors que François a bien démontré que le bonhomme, c'est quand même un ancien militaire. Donc un ancien militaire, je veux dire, il sait ce qu'il y a à faire quand on est victime de harcèlement. On dépose des plaintes. Sauf que là encore, Libération apparemment a oublié d'aller vérifier auprès de la justice s'il y a bien eu des dépôts de plainte. On n'est peut-être pas du même bord, mais la problématique que l'on a, c'est y a-t-il une fenêtre d'opportunité? Je comprends que vous pensiez que cette société n'est pas à vendre. Moi, ce que je m'intéresse, c'est de mettre à jour le travail qui est fait, de continuer une bonne intelligence. Des personnes sont intéressées pour racheter ces entreprises de manière à éviter toutes sortes de procédures juridiques, dans un sens comme dans l'autre. Alors là encore, si c'est véritablement ce qui a été dit dans la conversation, ça ne veut pas dire qu'ils voulaient acheter Fact and Furious pour la faire disparaître. C'était peut-être pour récupérer tout simplement les archives. Donc je dis bien, ils ont tenté de tendre la perche à Antoine Daoust pour lui permettre de peut-être sortir de la merde dans laquelle il s'était mis. Et Antoine Daoust, peut-être un peu trop fier, peut-être un peu trop convaincu, ou sachant qu'il y a peut-être des conséquences, des dommages collatéraux pour lesquels il pourrait éventuellement être tenu pour responsable. Alors que Daoust l'interroge sur les procédures et fait état de démarches déjà entamées de son côté vis-à-vis de son épouse, Xavier se fait plus clair. J'ai un certain nombre de preuves, un certain nombre de témoignages, on est dans le domaine du pénal. Pour éviter des plaintes pénales, il arrive un moment ou un autre où il faut savoir arrêter ce genre de choses. Je sais arrêter ce genre de choses. Interrogé par Check News, Antoine Daoust dit n'avoir aucun doute sur le fait que Xavier était bien Azalbert. Selon nos informations, Malika Daoust a changé d'avocat dans le cadre de son divorce. Elle est désormais représentée par Diane Prota, proche d'Azalbert, avocat de l'association Bon Sens, en lien avec François, un site auquel elle contribue régulièrement. Est-ce qu'on va tenir pour responsable le fait de choisir qui va vous défendre dans un procès? J'ai envie de dire, Malika Daoust, elle sait qu'avec ce témoignage, elle va s'attirer des foules, elle va s'attirer des attaques, elle va s'attirer des intimidations. Donc autant qu'elle choisisse des avocats qui soient, selon elle, dans le bon camp. Contacté ce lundi matin et interrogé sur la transaction proposée, Antoine Daoust, Xavier Azalbert n'a d'abord pas souhaité répondre dans l'immédiat et nos questions évoquant les enquêtes en cours. 3 heures après, il nous a finalement répondu, sans rien infirmer des faits évoqués. Il nous a seulement adressé un tweet, celui-ci, par un raisonnement tortueux. Un raisonnement tortueux, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est de l'ironie? Est-ce que c'est de l'ironie ou est-ce que c'est avoué qu'en effet, j'ai bien voulu acheter Fact and Furious, mais dans un but autre que simplement faire disparaître Fact and Furious. Donc, voilà, il plane un doute, en réalité, sur l'intention. Si tant est que Xavier Azalbert ait réellement eu des intentions de vouloir acheter Fast and Furious, comme je vous le dis, autrement que dans l'intérêt de retourner Antoine Daoust à son intérêt. Ce qui me paraîtrait un peu plus logique. Dans la nuit de dimanche à lundi, Xavier Azalbert avait déjà tweeté un message se félicitant de l'acte de décès de Fact and Furious et annonçant la naissance de Fact and Serious aux couleurs de François. Là, on sent une petite animosité. J'ai dit pourquoi Libération aurait le droit de créer son propre réseau Check News et pas François. La question se pose. Alors qui plus est, si François a l'intention de créer sa propre institution de fact-checking, le fait de racheter Fact and Furious, de récupérer les archives, pourquoi pas?
Elon Musk qui a bien racheté Twitter. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ce tweet passer, mais Elon Musk a annoncé qu'il allait publier certaines archives de Twitter assez croustillantes. Allez savoir les contenus. Antoine Daoust, qui avait déjà porté plainte contre son épouse, annonce avoir également porté plainte contre Idrissa Berkane et Xavier Azalbert, ainsi que son intention d'attaquer également Didier Raoult pour avoir relayé la vidéo en le mettant en cause. Donc voilà l'article. Bon, c'est Libération. Donc on n'est pas très étonné du narratif, du vocabulaire utilisé, des dérivations de propos et de marteler toujours évidemment les personnages incriminés dans l'article, de systématiquement les accompagner de l'adjectif pour bien marteler le lecteur que ces gens sont des gens infréquentables. Comme disait Patrick Cohen, des gens qui sont malades du cerveau. Et je vais terminer avec Thomas Durand. Thomas Durand, c'est la tronche en biais qui est passé chez Berkoff. Vous avez vu le petit extrait que je vous avais mis dans ma précédente vidéo. Mais alors, ce qui est très amusant, c'est que quand vous voyez cette intervention, je vous la mettrai en lien. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais mis en lien dans la précédente vidéo. On sent bien que Thomas Durand, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise parce qu'il n'est pas vindicatif. Il n'est pas argumenté. Et il se focalise. Et sa bête noire, c'est Idrissa Berkane. Et d'ailleurs, il suffit d'aller voir sur sa chaîne, on sent bien que sa bête noire, c'est Idrissa Berkane. Sachant que dans cette intervention, dans laquelle, évidemment, il est en un territoire ennemi. Quand vous acceptez une interview dans un territoire ennemi, vous vous armez. Vous armez d'arguments, de factuels, vous structurez. Or là, Thomas Durand, mais il rame. Il rame tellement qu'à un moment donné, il justifie en disant, quand Berkoff lui dit, vous pouvez déposer plainte. Et qui commence à dire, oui, mais vous savez, quand on est pauvre, c'est pas facile de porter plainte. Ça veut dire quoi, ce sous-entendu? Ça veut dire qu'on vit dans des systèmes où, si on est pauvre, on ne peut pas porter plainte. Alors évidemment, il sous-entend le fait que si vous déposez plainte, ça veut dire que derrière, il va falloir vous payer un avocat. Sauf qu'en règle générale, en France, quand vous êtes pauvre, la justice, elle est pour tous. Donc vous avez des avocats qui peuvent vous être commis d'office. Vous avez certaines facilités financières, des arrangements financiers qui peuvent vous permettre d'avoir accès et le droit à la justice. Or là, Thomas Durand est en train de vous expliquer que, non, quand on est pauvre, on ne peut pas avoir accès à la justice. Alors oui, en effet, dans certains procès, si vous n'avez pas les moyens de vous payer les meilleurs avocats de Paris, en face, vous risquez d'avoir 3, 4 ou 5, une bardée d'avocats qui vont vous démolir, même si à la limite vous êtes légitime dans votre dépôt de plainte. Malheureusement, la justice est aveugle. La justice, elle est ce qu'elle est. Mais au moins, il y a un droit fondamental qui est inhérent à tout le monde, c'est que vous pouvez porter plainte. Or, Thomas Durand a l'air de dire, ouais, mais ça ne sert pas à grand-chose. Parce que, vous savez, quand on est pauvre, ça veut dire que lui, il se considère comme pauvre. Et d'ailleurs, Berkoff le rappelle, il dit, mais excusez-moi, Thomas Durand, mais vous n'êtes pas un prolétaire. D'où la raison pour laquelle, au bout d'un moment, Durand rappelle, oui, non, mais j'ai jamais dit que j'étais pauvre. Et Berkoff, il dit, mais si. Même si vous ne l'avez pas dit de façon à la première personne du singulier, vous l'avez sous-entendu, vous rentriez dans cette catégorie de gens pauvres qui n'ont pas accès à la justice. Eh bien, je vous le donne en mille. Il se trouve que Thomas Durand, donc la tronche en biais, a fait une vidéo pour débunker son propre intervention chez Berkoff. Je vous mettrai le lien, vous jugerez sur place. Alors, attention, Thomas Durand est un excellent technicien pour vous retourner le cerveau. C'est-à-dire qu'il utilise des images, il utilise de la sensibilisation, il utilise de la contradiction, mais sans jamais véritablement aller au bout des choses. Il laisse la suggestion faire son ouvrage auprès de son auditoire, auprès de sa communauté. Et évidemment,
Vous savez, la tactique de la suggestion, c'est quelque chose qui est très courante. Hein, vous savez, vous avez déjà raconté cette expérience que vous avez peut-être vécue, de ces gens dans une entreprise où le salarié accuse son patron parce que le patron lui a dit ou lui a promis quelque chose, alors qu'en réalité, le patron ne lui a jamais promis quoi que ce soit. Mais il a fait une sémantique de telle manière à ce que la personne en ait déduit que c'était une promesse, alors qu'en réalité, dans les termes exacts, dans les phrases, dans le verbe, dans l'adjectif, etc., il n'y a aucune promesse, sauf une idée de suggestion. Eh bien, Thomas Durand est un expert en la matière. C'est quelqu'un qui ne dit jamais la chose, mais qui structure son discours, sa sémantique, de telle manière à ce qu'à un moment donné, ça vous vient au cerveau de faire une déduction que. Et vous êtes convaincu qu'il a dit que. Alors qu'en réalité, il ne l'a pas dit. Il l'a suggéré. C'est des méthodes qui sont très très fortes. Parce que la preuve, c'est qu'il y a des gens qui plongent la tête la première dedans. Il suffit de voir sur les réseaux sociaux certains contradicteurs qui affirment on a les preuves, il a été prouvé que. Sauf qu'à un moment donné, quand vous faites source, point d'interrogation, ben, il n'y a plus personne. Donc cette affaire, elle est intéressante. Elle est d'autant plus intéressante que si vous connaissez Psychodélique, lui qui aime bien traiter tous les dramas, Internet, etc., je me suis rendu compte qu'il n'a absolument pas abordé le sujet. Pourquoi ? Est-ce que ça risquerait éventuellement de soulever certaines choses que même la communauté des youtubeurs, des twitchers politiques, idéologiques, ne voudrait pas qu'on soulève? Affaire à suivre. Je vous laisse faire votre propre opinion, mais je pense que cette affaire, on va en reparler. D'ici là, portez-vous bien.